Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Et oui, alors le pouce levé pour Bruno Rosenbaum pour nous faire signe qu'il aime bien le générique. Ouais. C'est des chansons de Arik Einstein. J'ai connu Arik Einstein quand j'avais 70 à peu près. Donc j'avais 13 ans à l'époque. Et j'étais fou. Une copine m'a amené un disque de Arik Einstein. C'est le premier chanteur israélien où j'étais complètement baba devant lui, quoi. Après, il y a eu Mati Caspi, etc. Mais ça a commencé comme ça, quoi. Bon, alors ça a commencé comme ça, bien sûr, vous avez compris, avec ce générique-là, qu'on va parler d'Alia. Une histoire d'Alia, on va dire, en tout cas celle de votre famille, est digne d'un roman, roman d'aventure, on peut dire ça comme ça. Ouais. Donc, vous êtes arrivé, vous, en Israël, lorsque vous aviez 18 ans. C'était quoi vos motivations ? Motivation, c'était d'être à la pointe du peuple juif sur le retour sur sa terre, quoi. À 18 ans, il fallait que je revienne ici, quoi. Mmh. J'ai senti ça il y a toute une éducation aussi, le fait que j'étais élevé dans une ville avec un mouvement de jeunesse sioniste. À partir de 10 ans, j'étais, mon père dirait embrigadé, mais disons qu'on a été vraiment formaté pour partir en Israël à 18 ans, et c'est ce que j'ai fait. Vous avez grandi à Roanne, il faut préciser, une petite ville, et pourtant votre famille n'était pas du tout ni sioniste, ni religieuse à la base. Non. Pas du tout. Pas du tout. Le hasard d'être arrivé à Roanne, on peut le raconter si vous voulez, mais a fait qu'en arrivant dans cette ville, qui est une ville très sioniste, il y a une raison pour ça, il y a des raisons pour ça. On est rentré à 10 ans, on rentrait au mouvement de jeunesse sioniste. Nous, d'habitude, non, c'était à 12 ans, mais ma mère allait les voir en disant non, il faut que vous promeniez mes enfants. Ma mère, elle-même avait été dans les mouvements de jeunesse non juifs, socialistes, après la Deuxième Guerre mondiale. Elle adorait ce système éducatif et toutes les valeurs partagées dans ces mouvements de jeunesse. Elle a insisté, on a été les deux premiers à Roanne, mon frère qui avait 8 ans et demi et moi 10 ans, à rentrer au mouvement. Et autour de nous se sont mis les petits jeunes de la communauté qui avaient notre âge. On a formé une nouvelle shirva, un nouveau groupe qui s'appelait les Amélim. On avait 10 ans, quoi. 10 ans. Et on a commencé au mouvement. C'est dans les années... c'était en 66, 67. 66, je suis arrivé au mouvement. Je suis né en 56. 67, la guerre des 6 jours. Donc pour moi, ça a été, pour le peuple juif en entier, en France, la peur de ce qui se passait, etc., qu'on allait arriver à peut-être une destruction de l'État d'Israël. Mon père qui pensait partir, comme avec quelques juifs de Roanne et même de France, pour venir se porter volontaire pour la guerre des 6 jours. Donc j'avais 10 ans. C'est ça, c'est drôle quand même, parce que vous me racontiez, avant de commencer l'émission, que votre famille était assimilée, ils avaient traversé la guerre, une histoire rocambolesque de la part de vos grands-parents, etc., qui était du côté de votre maman de Pologne et du côté de votre papa de Russie. Mais votre père, lui, ils étaient en France depuis des générations et c'était pas du tout au programme pour lui. Mon père est né en 31 en France, son père est né en 93 en France, son arrière-grand-père. Son grand-père, par contre, était venu de Russie. Il avait quitté la Russie pour pas aller à l'armée du Tsar, était venu en Palestine de 1887 à 1890. Après, il est rentré en France par l'Allemagne. Ils ont changé de nom. Normalement, on devrait s'appeler Convisère. Ça aurait été dur à porter à l'école, ils auraient bien ennuyé. Mais bon, il a changé de nom. Bon, une histoire de papier, on ne sait pas exactement. Donc, on est devenu des Rosenblum. Et bon, éducation française... Depuis des générations, quand même. Oui. Puis 1893, le grand-père de mon père était en France. Ouais, donc, famille très française, très juif français, mais plutôt israélite français. On est des Israélites français. Le mot juif était une sorte de gros mot, quoi. Il faut dire qu'ils ont grandi dans la période avant la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr. Donc, France assez antisémite, etc. Donc, le mot juif, ça passait pas.
Alors que mes grands-parents étaient très des juifs français, des français juifs plutôt, des français israélites, alors que nous, on était des juifs français. C'est ça, mais c'est aussi, bon, même si ça saute, on dit souvent que ça saute des générations, c'est aussi le fait de ce déménagement-là, parce que par un hasard de la vie, si le hasard existe, votre maman a trouvé du travail à Rouen. À Rouen, voilà, et donc du coup, vous êtes arrivé là-bas. Voilà, elle devait trouver, elle venait de se marier, elle était jeune, il fallait trouver un bon boulot, et mon grand-père avait une chaîne de magasins en France, dont un des magasins se trouvait à Rouen. Il fallait une nouvelle gérante, un couple qui gère le magasin. Donc ils sont arrivés à Rouen. Mes parents étaient, à mon avis, en direction de l'assimilation. Après-guerre, il n'y avait plus de cache-route à la maison, et presque pas de fête, presque pas grand-chose, quoi, des deux côtés. Mon père était communiste, mouvement communiste à Paris. Il était dans les quartiers du Pletzel, là-bas, les juifs communistes. Du Marais. Du Marais. Les durs, les petits durs. Quatrième, ouais. Il était communiste jusqu'en 56, jusqu'à Budapest. Ma mère a été élevée chez les socialistes. Ils étaient d'obédience très à gauche. Donc, à mon avis, on serait resté à Paris, on se serait assimilé. En arrivant à Rouen, arrivé dans cette communauté très sioniste. Alors, pourquoi c'est une communauté tellement sioniste, Rouen ? Alors, premièrement, elle a été fondée par des gens qui venaient de Pologne dans les années 1920, en particulier des gens qui venaient de Lodz, ont quitté des sionistes, des bundistes et des communistes. Ils sont venus chercher une ville textile, dont Rouen était une ville de textile, donc Lodz était une ville textile, ils cherchaient du boulot dans le textile. Et la communauté est arrivée à se monter en France. Ils ont fait venir un mouvement de jeunesse sioniste. Il y avait le mouvement de jeunesse sioniste Gordonia, qui s'appelait à l'époque, dans les années avant-guerre déjà. Ça doit rappeler des souvenirs à certains. Sûrement, ouais. Et nous, on est rentré au mouvement. Et puis le but du mouvement dans ces époques-là, c'était à 18 ans, c'est le kibbutz, où tu vas monter à 18 ans en garine au kibbutz, et tu vas aller à l'armée, et voilà. Et c'est la guerre du 6 jours aidant, c'est ce que je me suis dit, à 18 ans, je partirai. C'est ce que j'ai fait. En 75. Alors, vous me disiez tout à l'heure que vous faisiez des choses que vous ne pourriez pas faire aujourd'hui, quoi. Vous baladez en mobilette avec des Magen David partout, vous affichez partout que vous étiez juif. Complètement, oui. C'était tout notre but. On se répartit. On était dans l'école publique, dans une ville comme Rouen. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui mettaient leur juif. De toute façon, il n'y avait pas d'école juive à Rouen. Mais on était à l'école publique, on avait la Magen David ici, on parlait d'Israël entre nous, dans les différentes classes. J'avais une musette sur laquelle j'avais mis une grande Magen David. Je me baladais dans les rues à Rouen sans aucun problème. Et puis je voulais voir si quelqu'un me fasse un problème là-dessus. Maintenant, c'est des choses que je ne pourrais plus faire, quoi. Mmh. Alors, vous avez, après tout ça, vous êtes monté en Israël, forcément, 18 ans, direction quoi ? Alors, on a fait l'Institut de formation des moniteurs pour les mouvements de jeunesse. Machon, les Madrichei Chutz Laaretz, qui se trouve à Kiryat Moria. Donc, c'est une formation de 6 mois. Après, les Français, tout le monde va dans un kibbutz. Nous, on allait au kibbutz Ranita. Pour les Français qui veulent rester et qui veulent faire l'armée, donc ça fait partie, ils ont une partie de l'armée au kibbutz. Et après, ils commencent les classes. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Mais donc, c'était votre parcours. C'est le parcours. Après, l'armée au Nahal Mutznach, les parachutistes, de 76-77. Après, le but du mouvement, c'est de nous renvoyer en France pour être cadre dans le mouvement pendant 2 ans. Vous l'avez fait ? Je suis rentré en France, j'ai pas vraiment travaillé au mouvement, j'ai commencé à étudier, je savais pas vraiment dans quelle direction où aller. Finalement, je suis rentré en Israël au bout de 2 ans et j'ai commencé mes études de kinésithérapie. En Israël ? En Israël. Ça existait, ouais, il y avait 3 écoles. C'était en rapport avec la faculté de Tel Aviv. Donc j'ai étudié de 79 à 83 et j'ai connu au milieu, en 82, j'ai connu l'ostéopathie qui pour moi était une révélation. Et j'ai décidé que j'allais rentrer en France pour étudier l'ostéopathie. Oui, parce que ça n'existait pas. Donc vous avez fait une alia, fait d'aller venir. C'est pas compliqué quand on s'intègre dans un nouveau pays de repartir. On n'a pas besoin de repartir en arrière. Comment ? C'était très compliqué, surtout après avoir quitté l'armée, rentrer en France avec toute cette sensation. Et avoir fait la guerre aussi. La guerre plus tard, en 82, oui. Mais au niveau du Chirut Sadir, c'était revenir en France, c'était très très dur au début. J'étais un peu déprimé, ça m'a pris 1 an ou 2. Et puis je suis revenu après. Avec une envie, c'est de revenir. Et donc, je suis revenu 2 ans après, en 79.
Là, j'ai commencé l'ostéopathie. J'ai commencé la kinésithérapie. Et j'ai connu l'ostéopathie en 82. Vous avez fait la première guerre du Liban. J'ai fait la première guerre du Liban et quelque part, à chaque malheur, toute chose est bon. Enfin, il y a quelque chose en français qui se dit comme ça. Ouais. On s'en passerait, mais bon. Ouais, on s'en passerait. Ouais. Mais je suis revenu donc au bout de 3 semaines. Mon unité a été libérée et j'avais des billets pour partir en France. C'était le mois de juin, fin juin, juillet. Je suis allé leur voir mes parents, comme je faisais presque chaque été. Et arrivé en France, je suis arrivé avec je ramenais du Liban une forte crise d'asthme. J'avais pas de crise d'asthme, mais bon, les conditions, la poussière, la saleté, etc. Le poids sur le dos, tout ça, je suis rentré avec... Vous n'étiez pas en forme, quoi. Je suis pas rentré en forme, disons. Et ma mère, dès qu'elle m'a vu, elle m'a dit, bon, je t'envoie voir un acupuncteur. Va voir un acupuncteur. Donc, je suis allé voir un acupuncteur le jour même. Le gars, c'est pas un acupuncteur, c'est un kiné ostéopathe, un ostéopathe. Il m'a testé, il m'a manipulé. Et en 2 heures, j'avais plus rien, quoi. Alors, je me traînais une crise d'asthme depuis longtemps. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est un marabout. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Il m'a dit, c'est de l'ostéopathie, ça s'appelle. Ah bon, on étudie ça? En Angleterre, ça se passe comme ça, etc. Il m'a dit, tu peux commencer tout de suite, si tu veux, l'année qui vient, là. On était au mois de juillet, il m'a dit que tu peux commencer en septembre. J'ai dit, non, il faut que je termine ma 4e année de kiné en Israël. Je suis rentré en Israël 1 an. Je suis rentré. Je me suis marié au passage aussi. Et j'ai commencé mes études d'ostéopathie en Europe, donc en Angleterre, en Belgique et en France. C'était une école qui formait sur ces 3 pays-là. Elle était tricéphale, cette école. Il y avait 3 directions, en fait. Parce que c'était pas, à l'époque, je crois que c'était pas... C'était pratique illégale de la médecine. Voilà, c'est ça. En France. Donc l'école, c'était une école qui avait été fondée dans les années 50 en France, mais qui avait eu des problèmes par le système médical français et pratique illégale de la médecine. Donc, il s'était expatrié en Angleterre et c'est devenu la seule école dont j'avais entendu parler, qui était l'école européenne d'ostéopathie, qui était à l'époque la référence. Donc, c'est une formation sur 6 ans pour des kinés, qui a raison de 1 semaine tous les 3 mois pendant 6 ans. Voilà, donc j'ai fait ça. Et en 60, j'ai terminé donc en 89. Je voulais revenir en Israël, mais je ne savais pas comment. Bon, j'ai continué en France. J'ai ouvert un cabinet en France, rue des Francs-Bourgeois. Et en 92, j'ai eu une opportunité de folie pour revenir en Israël. Quand on a appelé, c'est comme ça que ça marche. Hein. En général, voilà. Quand ça doit se débloquer, tout se débloque par miracle. On ne comprend pas trop comment. Exactement. Moi, je sais exactement comment. J'étais en vacances, comme chaque été, en Israël, en 92. J'ai rencontré une ostéopathe que je connaissais, une ostéopathe israélienne, qui, c'était le numéro 2 en Israël, je crois. Les 2 premières ostéopathes, c'était une copine à elle, Ilana Golker, que je remercie encore. J'ai rencontré en 92, elle me dit, détour d'une conversation, elle me dit, Bruno, si tu veux, je quitte Tel Aviv, là, je pars dans le sud. Si tu veux, tu peux reprendre ma clinique. J'ai cru que j'allais... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je lui dis, t'es sérieuse? Elle me dit, ouais, pas de problème, tu viens quand tu veux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, comme j'avais 36 ans à l'époque, je suis allé voir ma maman. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses? En bonne ashkénaze qui se respecte. Bah oui. Elle m'a dit, écoute, j'ai une mère extraordinaire. Elle m'a dit, Bruno, ce que tu fais pas avant 40 ans, tu le feras jamais dans ta vie et tu le regretteras toute ta vie. Donc, en gros, elle me disait, vas-y. Donc j'étais marié. C'était pas évident parce que elle restait en France. Elle se privait de vous, de vos enfants. De mes enfants aussi, etc. Et donc je suis parti. C'était en août 92. En octobre 92, le 18 octobre 92, je suis revenu pour ma 3e alia en fait. Et là, j'ai commencé tout de suite dans la clinique de cette fille-là. On a travaillé ensemble une dizaine de jours. Et après, elle est partie dans le sud. Et voilà, j'ai commencé à C'était complètement nouveau, j'imagine, de travailler. Alors, vous étiez ostéopathe en France, bien sûr, mais en Israël, c'était tout à fait différent pour vous. Tout à fait différent, oui. Surtout, par exemple, en France, on est habitué à un exemple. Hein. Les gens sont habitués, quand ils vont chez le médecin, l'ostéopathe, les hommes se mettent chez l'ostéopathe, on a besoin de toucher la peau, etc. Les hommes se mettent en caleçon, les femmes en slip, soutien-gorge. Ici, quand on demandait aux gens, vous pouvez enlever quelques habits, ils demandaient si on devait enlever les chaussures, tout en gardant le manteau. Donc, on a dû s'adapter. La tsniout, ici en Israël, c'est quelque chose qu'en France est moins connu, disons.
Donc on s'est habitué. Il y a pourtant des ostéopathes qui soignent avec les vêtements. Ah, mais moi je travaille maintenant. Avec les vêtements. Gens Vous êtes avec habitué. les vêtements. Maintenant ma secrétaire quand elle donne un rendez-vous, elle dit venez avec un habit simple avec lequel il sera simple de travailler, un tights, un t-shirt, etc. Ouais. Donc on s'est adapté, donc il n'y a pas de problème. Ça c'était la première surprise. C'était surprenant, oui. Ouais. À part ça, on est surpris ici en Israël, les gens ils me demandent, on propose un prix et souvent on demande une petite ristourne. Qu'est-ce que tu me fais comme prix à moi? Bon, ça aussi c'était assez surprenant. Mais sinon c'était un plaisir de travailler avec les gens ici parce que vraiment je me sentais impliqué, quoi. J'aide dans la mesure de mes possibilités. Des juifs. J'aide des juifs en Israël. J'aimais bien aider les non-juifs en France aussi, mais bien sûr. Ici j'aide. Et puis dans nos métiers, on parle un peu les gens qui veulent parler, donc on a des cas très intéressants, de voir leur alia. Des fois, il y a des gens qui viennent avec un numéro sur le bras et ils donnent de l'information. Des fois oui, des fois non. Il y a et puis une implication rikshit, émotionnelle. Vous avez l'impression de vous reconnecter à vous-même. Je me reconnectais à moi-même et j'aidais mon peuple et j'amenais aussi quelque part l'ostéopathie en Israël par le fait que j'étais le numéro 7. Il n'y avait pas beaucoup d'ostéopathes à l'époque. Aujourd'hui, vous êtes combien en Israël? On est autour de 200 à peu près. 200 ostéopathes, oui, donc ça s'est énormément développé. Ouais. Bon, une partie, c'est l'école que j'ai montée en 2003, et une partie, c'est l'ALIA. Il y a beaucoup de juifs français qui font leur ALIA, et beaucoup d'ostéopathes. Beaucoup arrivent chez moi, je suis comme une sorte de plateforme, j'ai un cabinet avec plusieurs salles. C'est énervant ça ou ça fait plaisir? Ah non, ça fait plaisir. C'est vrai, vous donnez de votre temps, vous raccrochez pas au téléphone quand on vous appelle pour des infos? Non. Ça va. Non. Non, mais bon, on se demande parfois si c'est compatible, mais c'est sympa. De quoi? De faire venir des gens? Oui, non, de faire venir des gens, d'avoir de servir à... Non, je mets quelque part, j'ai mis, je sais pas, il y a peut-être une dizaine d'ostéopathes francophones qui ont commencé dans mon cabinet. Parce que c'est simple, c'est pas cher, et ça leur permet d'arriver tout de suite quelque part et de commencer à travailler, d'amener leurs propres patients. Des fois, je leur envoie des patients. Vous le faites toujours? Ouais. Bon, maintenant, j'ai mes enfants qui commencent à travailler. Ma fille est ostéopathe, elle étudié chez moi. Mon fils est en train de terminer. Donc, histoire de famille. Histoire de famille. Mais ça leur permet, au bout d'1 an, 2 ans, ils se montent leur propre clientèle. Et puis après, ils s'en vont, ils ouvrent leur propre cabinet ou ailleurs. Et avec plaisir, on part toujours en bon terme. OK. Qu'est-ce que vous diriez de l'évolution de la société israélienne, vous qui étiez là il y a tellement longtemps? Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé, mais bon... ça change quelque part aussi dans le mauvais sens et dans le bon sens aussi. Dans le mauvais sens, pourquoi? La chomriout, le côté matériel, la matérialité de la chose. Des gens? L'argent des gens, l'argent facile, l'esprit a changé? L'esprit a changé aussi, bah oui, mais bon, toutes les sociétés ont changé à mon avis, aussi Israël. Mais quelque part, il y a quand même quelque chose qui est ici, qui est très très fort. Et je regarde, quand j'ai connu Israël dans les années 60, quand j'ai commencé à m'intéresser, dans les années 65 à peu près, il y avait 2 millions de juifs ici. On est 7 millions à peu près ici. Un peu plus. Donc un peu plus, je vois la progression, on voit sous nos yeux le retour du peuple juif sur sa terre. Pour moi, c'est extraordinaire. C'est beau. C'est bien. Donc, en tout cas, on était ravis de vous accueillir, de parler un petit peu de votre histoire, parce que ça fera sûrement un écho à d'autres. Et puis, c'est toujours intéressant de voir qui compose notre beau peuple, et puis de voir qu'il y a des francophones qui s'intègrent, qui se sont très bien intégrés. Ça donne de l'espoir à ceux qui viennent d'arriver, qui galèrent, il faut bien le dire, qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui se disent qu'ils vont pas en voir la fin, les enfants, l'intégration, c'est pas simple. C'est compliqué, mais pour moi, relativement, ça a été simple. Parce que d'abord, j'avais une part de mentalité, puisque je suis venu quand même relativement tôt ici. Oui, vous connaissiez les codes. Je connaissais un peu les codes, je parlais pas mal la langue, j'avais une bonne profession qui était une profession nouvelle pour le pays. Je comprends que ce soit compliqué, mais... il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, mais en général, il faut compter 2-3 ans, à mon avis, pour voir le bout du tunnel, peu plus clair. Ouais, ok. Ouais. Bon, bien, écoutez, merci beaucoup merci d'être venu et à très bientôt. Ciao. Merci. באת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב.
Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.